Le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. En quelques heures, mon mari a quitté la chambre d'hôpital, planifiant déjà sa vie sans moi. Il pensait que mon histoire était terminée. Il pensait que le silence était synonyme de faiblesse. Mais, un mois plus tard, la vérité a éclaté, exposant une erreur médicale, une trahison et un homme qui m'avait abandonné trop vite pour échapper aux conséquences. Ce qui a suivi n'était pas une vengeance bruyante, mais une justice silencieuse, restaurant ma dignité et un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé me voir atteindre. Catherine Carter se tenait debout près du long comptoir en bois d'une petite boulangerie dans le quartier de Madison, dans le Wisconsin. Elle écoutait ses collègues finir de décorer un gâteau simple. Ce n'était pas une création complexe, sans ornements brillants ni fioritures dramatiques, juste un design épuré avec le chiffre 15 tracé soigneusement sur le dessus. 15 ans. C'était le temps que Catherine avait passé à travailler ici, arrivant avant l'aube et partant bien après que les fours aient refroidi, transformant la pâte et le sucre en quelque chose qui rendait le quotidien des autres un peu plus léger. Quelqu'un s'est raclé la gorge, et soudain, la pièce s'est remplie d'applaudissements chaleureux, bien qu'un peu désordonnés. Quelques sourires se sont transformés en rires. Ils lui ont remis un bouquet de chrysanthèmes. Catherine les a remerciés à voix basse, d'une voix ferme et avec un sourire contenu, mais sincère. Elle n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'attention, elle ne l'avait jamais été pour ceux qui l'entouraient. Catherine était fiable, d'une manière qui exigeait rarement d'être remarquée. Elle était simplement là, elle écoutait, et elle réparait les erreurs sans chercher de coupable. Au fil des années, la boulangerie est devenue plus fréquentée et plus visible dans le quartier, mais ses habitudes n'ont jamais changé. Elle travaillait avec le même soin, comme si chaque matin était aussi important que le premier. Pendant que ses collègues parlaient des réveils matinaux et des longs jours fériés qu'ils avaient passés ensemble, les pensées de Catherine dérivaient vers une époque très différente, 15 ans plus tôt. Elle se souvenait d'être sur l'estrade de la remise des diplômes, entendant son nom parmi les meilleurs de sa promotion. Ses professeurs lui avaient serré la main, des représentants de grandes entreprises lui avaient offert des entretiens, des stages et des promesses d'ascension rapide dans des villes lointaines. Son avenir semblait clair pour tout le monde, sauf pour Catherine. Au lieu de faire ses valises, elle est revenue à Madison. Elle se souvenait de l'expression sur le visage de sa mère lorsqu'elle a annoncé sa décision. Au début, ce ne fut pas de la colère, mais de l'incrédulité, suivie rapidement par une déception qui s'est transformée en quelque chose de plus lourd. Sa mère a parlé de potentiel gâché, de sacrifices faits et de ce que les gens diraient. Chaque conversation portait un poids, subtil parfois, étouffant à d'autres moments. Les larmes apparaissaient lors des moments opportuns, les maux de tête devenaient des urgences et le silence se transformait en punition. Catherine a écouté. Elle a absorbé chaque mot, mais n'a pas changé d'avis. Ce qui a finalement fait pencher la balance, ce furent les voix qui s'exprimaient moins souvent, mais avec plus de certitude. Un soir, son père s'est assis en face d'elle à la table de la cuisine, son ton était calme et son regard ferme. Il lui a dit qu'une vie choisie pour impressionner les autres appartenait rarement à celui qui la vivait. Ses grands-parents ont été d'accord, avec un soutien silencieux mais inébranlable. Ils lui ont rappelé que le travail accompli avec détermination apporte de la dignité, aussi insignifiant puisse-t-il paraître de l'extérieur. Avec cela, Catherine a pris sa décision et n'a jamais regardé en arrière. La boulangerie n'était pas glamour. Au début, ce n'était guère plus qu'un espace étroit avec du matériel ancien et peu de clients. Elle a commencé au bas de l'échelle, apprenant les routines, nettoyant les surfaces et suivant les instructions. Pourtant, quelque chose dans le rythme du travail l'a apaisée, les heures matinales, la répétition et la concentration nécessaires pour bien faire les choses. Avec le temps, la responsabilité l'a trouvée naturellement, puis est venue la confiance, et enfin, le respect. Les années ont passé. La boulangerie est devenue connue au-delà du quartier. Catherine est passée d'assistante à responsable, puis à un rôle de direction calme qui lui convenait parfaitement. Elle formait les autres avec patience et partageait le mérite sans réserve. Les conflits duraient rarement autour d'elle, non pas parce qu'elle les évitait, mais parce qu'elle les gérait sans ego. Debout là maintenant, avec le gâteau refroidissant sur le comptoir derrière elle, Catherine ne ressentait pas le besoin de justifier le chemin qu'elle avait pris. Elle avait construit une vie mesurée non par des titres ou des distances parcourues, mais par la constance et par la certitude que, chaque jour, elle avait choisi où être. Et ce choix, fait une fois et honoré chaque matin depuis, avait façonné tout ce qui a suivi. Brian Carter avait toujours su où il voulait aller. Il parlait en termes de plans et de calendrier,
d'ascension pas encore gagnée et de porte pas encore ouverte. Depuis le début, son ambition marquait sa manière d'avancer dans le monde, efficace, toujours tourné vers l'avenir, et prenant rarement le temps de considérer ce qu'il laissait derrière lui. Pour les étrangers, il semblait discipliné et fiable. Pour Catherine, il semblait souvent distant, comme si une partie de lui était toujours ailleurs. Ils se sont rencontrés durant une période où la vie de Catherine semblait stable et prévisible. Brian admirait cette stabilité, ou du moins la façon dont elle se reflétait sur lui. Elle était une femme accomplie, respectée et discrète. Elle s'intégrait facilement à l'image qu'il était en train de construire pour lui-même. Quand il a fait sa demande en mariage, le geste était ordonné et opportun, comme s'il l'avait noté dans un agenda et marqué comme une tâche accomplie. Dans les semaines précédant le mariage, la grand-mère de Catherine observait en silence. Elle ne critiquait pas et n'interférait pas, elle posait simplement des questions qui résonnaient plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle demandait si Catherine se sentait écoutée, si elle se sentait en sécurité, ou si le silence pesait plus lourd qu'un désaccord. Catherine répondait poliment, laissant passer les questions. Elle se disait que la prudence était simplement dans la nature de sa grand-mère, et que tous les amours ne s'annonçaient pas à grands cris. Au matin de la cérémonie, sa grand-mère lui a tenu les mains un peu plus longtemps que nécessaire. Sa voix était douce, presque hésitante, en rappelant à Catherine que la paix n'est pas la même chose que l'absence de conflit. Catherine a souri, l'a embrassé sur la joue et s'est retournée. Il y avait des invités qui attendaient. Il y avait une vie à commencer. Le mariage s'est rapidement installé dans une routine. Ils partageaient un appartement et organisaient des dîners quand cela convenait à l'image professionnelle de Brian. Leurs amis les décrivaient comme un couple stable et fiable. Catherine gérait les détails domestiques sans se plaindre, s'adaptant à l'emploi du temps de Brian avec une facilité répétée. Il travaillait tard souvent, voyageait quand c'était nécessaire et parlait de sa carrière comme d'un être vivant qui exigeait une attention constante. Les enfants n'étaient mentionnés qu'en termes vagues, Brian trouvait toujours une raison de reporter la conversation. D'abord, il y avait des promotions à assurer, puis des objectifs financiers, et enfin un moment qui ne semblait jamais être le bon. Catherine écoutait et hochait la tête, se disant que la patience était raisonnable et que toutes les vies ne suivaient pas le même rythme. Ce qu'elle ne pouvait pas expliquer, du moins pas au début, c'était ce sentiment croissant de distance. Brian posait rarement des questions qui allaient au-delà de la logistique. Il remarquait les résultats, pas l'effort. Quand Catherine parlait de son travail, il répondait avec une approbation polie, mais peu de curiosité. Il n'y avait pas de cruauté en lui, ni d'hostilité ouverte, juste une absence persistante qui la faisait se sentir seule, même lorsqu'il s'asseyait en face d'elle. Graduellement, son corps a commencé à changer. Au début, il était facile d'en minimiser l'importance, les longues journées, les matins précoces, une fatigue que le sommeil ne suffisait pas à guérir. Puis sont venus les vertiges, ces brefs moments où la pièce basculait de manière inattendue. Il y avait des jours où ses membres semblaient lourds, sa tête embrouillée et sa capacité de concentration faiblissaient sans avertissement. Elle ne l'a dit à personne. Elle s'est adaptée comme elle l'avait toujours fait. Brian a seulement remarqué qu'elle ralentissait dans la mesure où cela perturbait sa propre routine. Il a suggéré des vitamines, moins de stress et une meilleure planification. Son inquiétude était pratique, dénuée d'urgence. Catherine hochait la tête, reconnaissante, d'une manière distante, qu'il ne fasse pas pression davantage. Elle n'était pas prête à exprimer son inquiétude à voix haute. Les symptômes ont persisté et sont devenus plus difficiles à ignorer. Il y avait des matins où elle devait se retenir à quelque chose avant de se lever, des après-midi où la douleur surgissait sans cause apparente. Catherine a commencé à sentir que quelque chose sous la surface était en train de changer, quelque chose qu'elle ne pouvait ni voir ni contrôler. Une nuit, étant seule dans le calme de l'appartement, elle a reconnu un sentiment familier, celui qu'elle avait expérimenté des années plus tôt, lorsqu'elle avait choisi sa propre voie malgré la pression et les doutes. C'était le sentiment qu'attendre ne ferait qu'alourdir le prix à payer. Le lendemain, elle a pris un rendez-vous médical. Elle n'en a pas parlé à Brian avant, présentant la décision comme une simple précaution. À l'intérieur, cependant, elle ressentait une certitude plus profonde. Quoi qu'il arrive, ce n'était plus quelque chose qu'elle pouvait porter seule. Tandis qu'elle quittait la clinique avec une liste d'examens et d'instructions, Catherine sentit l'inquiétude s'installer pleinement. Ce n'était pas de la panique, ni encore de la peur, seulement la compréhension que la vie qu'elle avait menée, prudente et contenue, était sur le point d'être mise à l'épreuve de manière qu'elle ne pouvait imaginer.
les examens se sont étendus sur 2 longues journées, des prises de sang à l'aube, des images dans des salles sans fenêtres, des attentes sur des chaises en plastique qui semblaient de plus en plus dures à chaque heure. Catherine se déplaçait d'un service à l'autre au sein de l'hôpital local de Madison, suivant des instructions et répondant aux mêmes questions encore et encore. Date, symptômes, antécédents familiaux. À la fin du 2e jour, l'épuisement pesait si lourd qu'elle avait du mal à garder les idées claires. Lorsqu'ils l'ont enfin rappelé dans la salle de consultation, l'oncologue était déjà assis derrière le bureau. Il était âgé, sa blouse blanche était usée au poignet et ses yeux avaient des bords rouges, comme si le sommeil était devenu facultatif depuis bien longtemps. Il feuilletait lentement les pages de son dossier, lisant et relisant des chiffres qui ne signifiaient encore rien pour elle. Enfin, il a levé les yeux. Il n'a pas adouci sa voix et n'a pas contourné la vérité, il parlait comme quelqu'un pour qui la répétition avait amorti le poids des mots. Catherine a écouté tandis qu'il expliquait que ses résultats étaient cohérents avec un cancer du sang rare et agressif, un cancer avec des options de traitement limitées et des résultats qui étaient, selon ses propres termes, extrêmement défavorables. Il lui a dit que la rémission, dans des cas comme le sien, était statistiquement improbable. Que l'objectif était le temps, pas la guérison. La pièce a semblé basculer. La chaleur a parcouru son corps, suivie d'un soudain froid vide. La chaise sous elle a bougé comme si elle n'était plus ancrée au sol. Elle a essayé de parler, mais sa bouche n'a pas répondu. La dernière chose qu'elle a enregistrée fut le bord du bureau s'approchant trop près. Puis, l'obscurité. Quand elle a repris conscience, elle était allongée sur la table d'examen. Une infirmière était près d'elle, la main ferme sur le poignet de Catherine. Quelqu'un avait surélevé ses jambes et quelqu'un d'autre avait desserré son col. La voix de l'infirmière était calme et expérimentée, expliquant que sa tension artérielle avait chuté, qu'elle s'était évanouie et qu'elle devait rester tranquille. L'oncologue a repris la parole une fois que Catherine a pu s'asseoir de nouveau. Il a répondu brièvement à ses questions. Que l'absence d'antécédents familiaux ne l'écartait pas. Qu'il n'y ait pas d'exposition évidente ne changeait pas le panorama. Le diagnostic était maintenu. Il organiserait l'admission immédiate, une évaluation plus approfondie et des soins palliatifs. Il a parlé des étapes à suivre tout en précisant qu'aucune d'entre elles ne promettait de soulagement face aux résultats qu'il avait déjà décrits. En quelques heures, Catherine a été installée dans une chambre d'hôpital. Le silence y semblait plus lourd que le bruit des couloirs. Elle regardait les murs pâles, le scintillement constant des moniteurs et le lit étroit qui marquait désormais une limite qu'elle ne s'attendait pas à franchir. Elle a appelé sa mère en premier. Les mots sortaient de façon irrégulière, se brisant là où elle ne l'avait pas prévu. Sa mère est arrivée rapidement, les yeux rouges et les mains tremblantes alors qu'elle tentait d'offrir du réconfort. Elle lui caressait les cheveux, parlait de foi et d'espoir, s'accrochant à des promesses. Elle-même n'arrivait pas à y croire. Puis, Catherine a appelé Brian. Il est arrivé plus tard. Ses pas étaient mesurés et son expression, contrôlée. Il s'est tenu au pied du lit, observant la chambre, l'équipement et le teint pâle de Catherine. Il n'a pas cherché sa main ni ne s'est assis. Il a parlé après une pause, d'un ton bas et précis. Il a dit qu'il avait déjà fait des recherches sur le diagnostic, qu'il comprenait ce que cela signifiait et qu'il devait être honnête. Il lui a dit qu'il n'était pas préparé à être marié avec quelqu'un qui était malade, dépendant ou en train de mourir, qu'il avait travaillé trop dur pour construire sa vie pour la démanteler maintenant. Catherine l'observait comme si elle était à distance. Chaque mot atterrissait avec une clarté poignante. Brian a continué. Il a dit qu'il ne sacrifierait pas son avenir, ses finances ou sa carrière pour un résultat qui était déjà décidé. Il a dit qu'il n'assumerait pas la responsabilité médicale ni les soins à long terme. Puis, sans hausser la voix, il a expliqué qu'un divorce nécessiterait de diviser les biens acquis pendant le mariage. Il ne voulait pas de cela. Il a retiré son alliance. Le bruit qu'elle a fait en frappant la table de nuit a résonné dans la pièce. Il lui a dit qu'il attendrait, que lorsqu'elle mourrait, le processus légal serait plus simple et que ses parents pourraient s'occuper des arrangements. Il a dit cela comme s'il discutait de logistique, pas d'une vie humaine. La mère de Catherine a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. La pièce semblait suspendue, figée entre l'incrédulité et la réalité. Brian n'a pas tardé. Il a ajusté sa veste, s'est tourné et est sorti. Il n'a pas regardé en arrière. La porte s'est fermée doucement derrière lui, scellant l'absence qu'il laissait sur son passage. Catherine est restée immobile, regardant le plafond.
La trahison n'est pas arrivée comme une explosion soudaine, mais comme un effondrement silencieux de l'intérieur. La vie qu'elle croyait connaître s'est fracturée en un instant. Ce qu'il restait n'était pas la peur de la mort, mais la vide compréhension que la personne en qui elle avait le plus confiance l'avait déjà quittée pour affronter cela seule. Catherine n'était pas seule dans la chambre. Elle l'a remarqué seulement après que la première nuit soit passée. Après que le bip constant des machines soit devenu un bruit de fond et que le poids de l'épuisement ait amorti les bords les plus tranchants de la peur, elle a réalisé que le deuxième lit, séparé par un rideau mince, était occupé par une femme plus âgée qui restait assise la majeure partie du temps, lisant ou regardant en silence par la fenêtre étroite. Son nom était Ruth Miller. Elle s'est présentée sans cérémonie, d'une voix basse et uniforme, comme si elles étaient assises ensemble dans une salle d'attente au lieu de partager une chambre d'hôpital. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux quand elle regardait Catherine, ni une compassion qui exigeait une réponse. Au lieu de cela, elle posait des questions simples, combien de temps elle avait travaillé, d'où elle venait, ce qu'elle faisait avant l'hôpital. Ruth ne parlait pas de la maladie à moins que ce ne soit nécessaire. Elle n'offrait ni réconfort ni lieu commun. Quand la mère de Catherine venait la voir et pleurait doucement près du lit, Ruth faisait semblant de ne pas remarquer. Quand la pièce se chargeait de silence, elle le remplissait non pas avec du réconfort, mais avec de la normalité. Un après-midi, tandis que Catherine luttait pour s'asseoir sans avoir de vertige, Ruth a regardé vers elle et lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Catherine a hésité avant de répondre. Le dire à voix haute semblait presque malhonnête maintenant, comme si elle réclamait une vie qui lui avait déjà été arrachée. Mais le mot est sorti malgré tout. Elle a dit qu'elle travaillait dans une boulangerie. Elle a dit qu'elle y travaillait depuis longtemps. Les yeux de Ruth se sont aiguisés avec intérêt, non pas avec la curiosité polie à laquelle Catherine était habituée, mais avec quelque chose de plus alerte. Ruth a demandé quel genre de boulangerie c'était, en quoi Catherine se spécialisait, comment elle gérait les changements de température, la fermentation et l'équilibre. Les questions arrivaient rapidement, précises et informées. Catherine a répondu sans réfléchir, tombant dans des schémas familiers. Pour la première fois depuis le diagnostic, elle a senti qu'elle se concentrait sans effort. Ruth a souri alors, non pas avec chaleur, ni avec bonté, mais avec reconnaissance. Elle a dit qu'elle avait passé plus de 20 ans comme chef de cuisine avant de prendre sa retraite, qu'elle avait formé des personnes qui ont ensuite dirigé leur propre cuisine et qu'elle connaissait la différence entre suivre des recettes et comprendre la nourriture. Catherine a écouté, surprise par la façon dont la femme parlait sans fierté ni exagération, juste avec des faits. La nuit suivante, Ruth lui a demandé si Catherine voulait apprendre quelque chose. Cela semblait absurde au début. Elles étaient dans un hôpital. Catherine pouvait à peine finir un repas, mais Ruth a insisté, expliquant des techniques verbalement, les décomposant en concepts plutôt qu'en instructions, contrôle de la chaleur, texture, temps, comment la nourriture devait être ressentie, pas seulement comment elle devait paraître. Catherine s'est retrouvée à écouter avec attention, imaginant des mouvements, se rappelant des arômes et des sons. Des heures ont passé sans qu'elle s'en aperçoive. Dans les jours suivants, ces conversations sont devenues une routine. Ruth enseignait, Catherine absorbait. Il n'y avait aucune pression pour tout mémoriser ni aucune attente de performance. Les leçons étaient calmes, délibérées, presque méditatives. Elle parlait de plats que Catherine n'avait jamais préparés, de méthodes sur lesquelles elle avait seulement lu, d'erreurs dont Ruth avait appris des décennies plus tôt. Quelque chose en Catherine a changé. Les jours continuaient d'être difficiles. Son corps restait faible et la peur guettait dans les coins de ses pensées. Mais quand Ruth parlait, Catherine sentait qu'elle sortait brièvement des limites de la chambre. Le monde s'élargissait de nouveau, même si ce n'était que dans son esprit. Une nuit, pendant que Ruth dormait, Catherine a remarqué un cahier mince ouvert sur la table de chevet. Il était vieux, le papier était jauni et l'écriture était dense et inclinée. Elle n'avait pas l'intention de le lire, mais une page était pliée, laissant un seul paragraphe visible. Ce n'était pas une recette. Cela se lisait comme un fragment de mémoire. Ruth avait écrit sur le fait de cacher quelque chose d'important dans son appartement des années plus tôt, durant une période de tumulte. Une cachette qu'elle avait créée avec soin, la déguisant si bien que même ceux qui la connaissaient le mieux ne la trouveraient jamais par accident. Il n'y avait aucune mention de ce qu'elle contenait, seulement l'urgence de le garder en sécurité. Catherine a fermé le cahier doucement et n'en a plus jamais parlé. Le lendemain matin, Ruth l'a observée de près tandis qu'elle parlait, avec un regard pensif. Elle n'a rien dit sur la note.
Elle a simplement repris la conversation comme si rien n'avait été découvert. Pour Catherine, l'effet a été profond. Dans un lieu défini par les fins, elle avait trouvé un début, non bruyant ni dramatique, juste un retour silencieux à quelque chose d'essentiel. À travers la présence de Ruth, Catherine apprenait à nouveau. Et en apprenant, elle s'éveillait. Ruth a remarqué les incohérences avant Catherine. Ce ne fut pas un moment unique, mais une série de petites observations qui refusaient de s'aligner sur ce que les médecins avaient déclaré inévitable. Catherine dormait sans l'agitation que Ruth avait vue chez les patients en phase terminale. Son appétit, bien que réduit, revenait par vagues calmes. Sa concentration s'aiguisait pendant leur conversation au lieu de s'estomper. Même sa tension artérielle s'est stabilisée plus rapidement que prévu. Un après-midi, après une longue période de silence, Ruth a parlé avec clarté. Elle a dit que Catherine ne se comportait pas comme quelqu'un à la fin de sa vie. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix, aucun accent dramatique, juste une certitude formée par des années à observer les corps faillir et se rétablir, tant dans les cuisines professionnelles que dans les couloirs d'hôpital. Ruth avait vu la maladie. Elle avait aussi vu l'erreur. Catherine a écouté sans espoir, seulement avec une légère confusion. Le diagnostic avait été livré avec autorité. Il était venu accompagné de chiffres et de termes qu'elle ne pouvait pas remettre en question. Cependant, Ruth a persisté. Elle a dit que la médecine, tout comme la cuisine, était façonnée autant par l'habileté que par la limitation. Que les erreurs arrivaient. Que les premières impressions n'étaient pas toujours des vérités finales. Cette nuit-là, Ruth a passé un appel. Elle a contacté une vieille connaissance, un hématologue qui travaillait dans un centre oncologique spécialisé à plusieurs heures de là, un homme connu pour sa prudence plus que pour sa certitude. Elle n'a rien enjolivé et n'a pas discuté. Elle a simplement demandé s'il pourrait réviser le dossier de Catherine. La réponse est arrivée rapidement. Il a accepté de tout réviser. En quelques jours, des arrangements ont été pris. Catherine a été transférée pour une évaluation secondaire exhaustive. Le processus a été minutieux et sans précipitation, nouvelles analyses de sang, images avancées, marqueurs génétiques, panels viraux. Les spécialistes parlaient entre eux à huis clos, leur conversation était délibérée au lieu d'être pressée. Catherine a attendu pour la première fois depuis qu'elle était entrée à l'hôpital. Elle a attendu sans crainte. Quand le médecin principal s'est finalement assis devant elle, sa posture était différente de celle du premier oncologue. Il n'a pas parlé immédiatement. Il a étudié son visage, puis son dossier, et enfin, il a parlé avec soin, comme s'il choisissait des mots qui altéreraient le cours d'une vie. Il lui a dit que le diagnostic original était incorrect. Ce qu'elle avait était une condition virale rare qui imitait la présentation clinique d'un cancer du sang agressif. Les marqueurs se chevauchaient et les symptômes s'alignaient suffisamment pour prêter à confusion, mais la maladie suivait un chemin différent, un chemin qui pouvait être traité et qui ne portait pas une sentence de mort. Les mots sont arrivés lentement. Catherine n'a pas pleuré au début. Elle est simplement restée immobile, absorbant le son de ses mots. Traitable, récupérable, temporaire. Le médecin s'est excusé formellement au nom de l'équipe médicale. L'hôpital a reconnu l'erreur. La documentation a été corrigée et de nouveaux protocoles ont été mis en place. Le traitement a commencé presque immédiatement. Les jours qui ont suivi ont été difficiles, mais avec un but. Les médicaments ont apporté des effets secondaires, mais aussi des progrès. La force est revenue par incréments si petits qu'ils étaient faciles à ignorer si l'on ne faisait pas très attention. Ruth le faisait. Elle marquait chaque amélioration en silence, hochant la tête comme si elle confirmait quelque chose qu'elle avait su tout le temps. Les semaines ont passé. Catherine a été autorisée à sortir avec des instructions et des rendez-vous de suivi. Elle n'est pas retournée dans son appartement, là-bas, il ne restait plus rien pour elle. Au lieu de cela, elle est allée chez ses parents, revenant à un espace familier avec un corps qui apprenait encore à se faire confiance. C'est là qu'elle a appris le reste. Son poste à la boulangerie avait disparu, résilié pour des raisons médicales. À son employeur, on avait informé qu'elle était en phase terminale, que son retour était impossible et que les arrangements étaient déjà pris. Le message était venu de la part de Brian. Il avait parlé avec calme, de manière convaincante, sans laisser place au doute. Ses affaires avaient également été retirées de l'appartement, emballées et livrées sans discussion. Le contrat de location, lui a-t-on dit, restait au nom de Brian. La décision avait déjà été exécutée.
Catherine a écouté tandis qu'on lui racontait ces informations. Elle n'a posé aucune question et n'a passé aucun appel. La clarté qui a suivi la surprise même elle. Elle a compris alors que la vie qu'elle avait connue n'était pas quelque chose à récupérer. Elle s'était démantelée pièce par pièce sans sa présence. Il n'y aurait aucune confrontation, aucune explication exigée, aucune annonce faite. Elle a choisi le silence. Catherine a seulement informé ceux qui avaient besoin de savoir qu'elle était vivante et en convalescence. Au reste du monde, elle a laissé l'hypothèse subsister. Ce n'est pas de la rancœur qui a guidé sa décision, mais de la certitude. Le passé lui avait montré exactement où elle n'avait pas sa place. Pendant qu'elle se reposait dans sa chambre d'enfance, avec la lumière du soleil se déversant sur les murs familiers, Catherine a senti que la séparation était complète. Elle ne redevenait pas celle qu'elle avait été. Elle entrait dans une vie dépouillée d'illusions, ancrée à sa place par la vérité. Elle avait survécu non seulement à la maladie, mais à l'effondrement d'un avenir qui n'avait jamais été construit pour elle. Et dans cette survie, elle a trouvé quelque chose de plus stable que la colère. Elle a trouvé la liberté. Catherine a commencé par de courtes marches. Au début, elles étaient mesurées et prudentes, limitées à quelques pâtés de maison autour du quartier de ses parents. Elle a appris à écouter son corps à nouveau, à reconnaître la différence entre la faiblesse et la convalescence. Certains matins, elle rentrait chez elle essoufflée, les jambes tremblantes. D'autres jours, elle se sentait plus ferme, surprise par la rapidité avec laquelle l'air remplissait ses poumons. À mesure que les semaines passaient, ses trajets se sont allongés. Elle gravitait vers le parc de la ville, non loin du centre de Madison, un endroit où les sentiers se courbaient doucement autour des arbres et de l'eau, où le mouvement semblait optionnel au lieu d'obligatoire. Elle marchait sans écouteurs, laissant les sons ordinaires de la ville atteindre, pas sur le gravier, rire distant, le vent dans les branches. Un après-midi, elle a entendu des gémissements frénétiques. Le son venait d'un groupe d'arbustes bas près du bord du sentier. Catherine a ralenti le pas, scrutant le sol jusqu'à ce qu'elle voie un homme debout à quelques pas de là, changeant son poids maladroitement, ne sachant clairement pas quoi faire. Il était grand et large d'épaules, bougeant avec une certaine timidité, comme si son corps ne coopérait pas toujours avec ses intentions. Un petit chiot était emmêlé dans les branches, gémissant doucement. L'homme s'est agenouillé, puis s'est redressé de nouveau, respirant plus fort que ce que l'effort semblait justifier. Il a essayé d'atteindre le chiot, a retiré la main et a murmuré quelque chose entre ses dents. Quand il a remarqué que Catherine s'approchait, son expression a vacillé avec gêne. Elle a offert son aide sans hésiter. Ils ont travaillé ensemble instinctivement. Catherine a écarté les branches tandis qu'il les observait, les tenant suffisamment pour qu'elle puisse atteindre l'intérieur. Le chiot se tortillait, effrayé mais indemne. Quelques instants plus tard, il était libre, bercé contre la poitrine de Catherine, son petit cœur battant rapidement sous sa main. L'homme a lâché un rire qui sonnait plus comme du soulagement que comme de l'humour. Il s'est présenté comme Jacob Miller. Sa voix était douce, son attitude sans détour. Il a remercié Catherine avec une sincérité qui ne cherchait rien d'autre. Il n'y a pas eu de maladresse au-delà de celle, naturelle, qui surgit lorsque des étrangers se rencontrent de façon inattendue. Sans évaluation, sans curiosité déguisée en charme. Ils ont parlé pendant que le chiot se calmait. Jacob a expliqué qu'il travaillait dans la technologie, dirigeant une petite start-up avec une poignée de personnes. Il en a parlé sans se vanter, décrivant de longues heures et des repas partagés devant les bureaux. Catherine a mentionné son expérience à la boulangerie presque avec des excuses au début, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il écoutait avec un intérêt sincère. Il n'y avait aucun jugement dans ses questions, seulement de la curiosité. Avant de se dire au revoir, Jacob a hésité et a ensuite demandé si elle envisagerait de cuisiner pour son équipe à un moment donné. Il a dit qu'ils étaient épuisés, vivant de plats à emporter et de solutions de facilité. Il a souri en l'admettant, conscient de la petitesse de la demande. Catherine s'est surprise elle-même en acceptant. Elle lui a dit qu'elle aurait besoin d'aller à son propre rythme. Il l'a accepté sans commentaire, offrant de la flexibilité au lieu de la pression. Ils ont échangé leurs informations de contact, et l'interaction a pris fin sans attente ni prétention. Quand Catherine a marché vers la maison, elle s'est rendue compte qu'elle souriait. Cuisiner pour l'équipe exigeait de la préparation, mais cela a aussi apporté de la clarté. Elle a puisé dans tout ce que Ruth lui avait enseigné, non seulement des techniques, mais aussi de l'intention. La nourriture comme nourriture,
pas comme exposition. Elle a planifié des repas qui équilibraient la saveur avec le soin, se rappelant l'insistance de Ruth sur le fait de comprendre plutôt que d'impressionner. Le premier jour où elle est arrivée au bureau de la start-up, elle a été accueillie avec une incertitude polie qui s'est rapidement adoucie pour devenir de l'appréciation. L'équipe a mangé lentement, parlant moins que d'habitude, comme si quelque chose dans la nourriture favorisait la tranquillité au lieu de l'urgence. Catherine s'est sentie utile d'une manière qui n'exigeait aucune explication. Sans qu'elle le sache, à quelques rues de là, une autre marche était en train de se produire. Brian Carter avait développé l'habitude de promenades nocturnes dans le même parc. Il s'adaptait à l'image qu'il aimait projeter, contrôler, réfléchir. À ses côtés marchait Allison Grant, sa présence soigneusement calibrée pour égaler son pas. Il parlait de plans et d'apparence, de ce qui allait suivre. C'est Brian qui a entendu les rires en premier. Il s'est tourné vers le son et s'est figé. Catherine était près de l'eau, donnant de petits morceaux de pain aux canards rassemblés le long de la rive. À ses côtés, Jacob riait pendant que le chiot aboyait avec excitation, essayant d'intimider des oiseaux qui faisaient 2 fois sa taille. Catherine semblait en bonne santé, détendue, vivante d'une manière que Brian ne s'attendait pas à revoir. Pendant un moment, Brian n'a pas bougé. La surprise est passée rapidement, remplacée par le calcul. Il a observé sans appeler, sans s'approcher. Allison a remarqué le changement dans sa posture, a suivi son regard et a compris immédiatement. Catherine ne les a jamais vus. Elle a quitté le parc cet après-midi-là avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le monde n'était pas devenu soudainement simple ou sûr, mais il s'était ouvert suffisamment pour la laisser respirer. Dans cet espace, elle sentit que quelque chose revenait silencieusement, sans cérémonie. La joie, sans être annoncée, avait trouvé le chemin du retour vers elle. L'incrédulité de Brian n'a pas duré longtemps. L'impact de voir Catherine vivante, debout sous la lumière du parc, a laissé place à quelque chose de plus froid et de beaucoup plus familier. Son esprit a bougé rapidement, assemblant des suppositions avec l'efficacité qu'il appliquait à chaque calcul. Le diagnostic sur lequel il avait fait des recherches ne promettait pas de survivants, du moins pas sans une dépense énorme, un traitement spécialisé, des centres privés et de l'argent. Si Catherine était vivante, alors il y avait des ressources impliquées. Quelqu'un avait payé. Et si quelqu'un avait payé, a raisonné Brian, alors Catherine avait de l'argent ou l'accès à celui-ci. La pensée s'est logée fermement à sa place. À partir de ce moment, son attention est revenue vers elle, non pas comme une personne, mais comme une opportunité qu'il aurait pu abandonner trop vite. Il a repassé les derniers mois avec une irritation croissante, se persuadant qu'il avait été trompé, qu'elle lui avait caché des informations et qu'elle lui devait de la clarté, sinon une explication. Allison Grant a remarqué le changement immédiatement. Les questions de Brian devenaient distraites. Ses routines ont changé. Il prononçait le nom de Catherine avec désinvolture, comme s'il testait à nouveau le son. Allison comprenait l'ambition suffisamment pour reconnaître sa jumelle lorsqu'elle apparaissait, l'insécurité. Elle ne l'a pas confrontée. Elle s'est adaptée avec le temps. Elle avait rassemblé des documents discrètement sans drame, des copies d'irrégularités financières que Brian avait écartées comme des raccourcis temporaires, des transactions qu'il avait justifiées comme nécessaires, des traces écrites qui le reliaient à des décisions que son employeur ne tolérerait pas. Il n'en avait jamais eu besoin avant. Maintenant, elle les a présentées avec un timing minutieux. Elle n'a pas menacé, elle a rappelé. Elle a parlé de loyauté, d'avenir partagé, de protection. Elle a laissé entendre que la stabilité exigeait de la coopération. Brian a écouté. Le changement fut subtil mais décisif. Il a cessé de remettre en question. Il s'est montré déférent. Son indépendance s'est réduite jusqu'à ce que son sentiment de sécurité repose fermement entre les mains d'Allison. Pendant ce temps, Catherine continuait de reconstruire sa vie sans référence à lui. Être bénévole dans la cuisine d'un refuge a commencé comme une extension d'une habitude. Elle connaissait la nourriture. Elle savait comment organiser un espace rapidement et efficacement. Le travail était exigeant mais honnête, du genre qui ne laisse pas de place aux prétentions. Elle se déplaçait entre les bénévoles en silence, dirigeant quand c'était nécessaire, sans jamais s'annoncer. C'est là, au milieu du fracas des plateaux et du bourdonnement de la conversation, qu'elle a rencontré Brian de nouveau. Il était près de l'entrée, avec les mains jointes comme s'il n'était pas sûr de savoir où les mettre. La pièce a semblé plus petite au moment où elle l'a remarqué.
Mais Catherine n'a pas arrêté ce qu'elle était en train de faire. Elle a fini de servir, s'est essuyé les mains et s'est tournée pour lui faire face seulement quand c'était nécessaire. Brian a parlé le premier, avec une voix soigneusement neutre. Il a dit son nom comme si c'était une question. Catherine a répondu à son regard sans surprise. Il n'y avait aucune colère dans son expression, aucune peur, seulement de la distance. Elle l'a reconnu poliment, a demandé s'il avait besoin d'aide et a attendu. Il a essayé de parler d'inquiétude, de malentendu, de soulagement de la voir bien. Les mots sonnaient répétés, déconnectés de leur signification. Catherine a écouté sans interrompre, son attention revenant déjà à la tâche en cours. Quand il a fini, elle a répondu simplement. Elle lui a dit que ce n'était ni le moment ni l'endroit, que sa vie avait continué et que quoi qu'il cherche, ce n'était plus avec elle. Son ton est resté uniforme, dénué d'accusation ou d'invitation. Puis elle s'est retournée. Brian est resté seul, avec la conversation déjà terminée. Plus tard dans cette semaine, Catherine a rencontré Samuel Miller. Il est arrivé au refuge avec sa petite fille, se déplaçant avec prudence dans la pièce comme s'il n'était pas sûr de son accueil. Il était calme, réservé, avec une attention partagée entre son environnement et l'enfant à ses côtés. La fille s'est accrochée à lui au début, observant les autres avec une curiosité fatiguée. Samuel a peu parlé au début. Il s'est proposé comme bénévole pour des tâches pratiques, écoutant plus qu'il ne parlait. Catherine a remarqué sa compétence immédiatement, la façon dont il a réparé une prise défectueuse sans attirer l'attention, la façon dont il naviguait dans l'espace sans intrusion. Avec le temps, elle a su qui il était. Samuel était le fils de Ruth Miller, distant depuis des années. Leur séparation n'était pas marquée par une seule discussion, mais par un silence devenu trop grand pour être franchi facilement. Il travaillait là où il pouvait, évitait le conflit, concentrait son énergie sur sa fille. Sa présence portait le poids de l'histoire inachevée. Catherine l'observait interagir avec la fille, voyait la patience dans ses mouvements, le soin qu'il mettait à la protéger de l'inconfort. Le contraste entre cette responsabilité calme et les décisions que Brian avait prises était marqué. Dans ces moments, la différence entre la décadence et la force est devenue indéniable. Brian a continué de s'effondrer sous le contrôle d'Allison, confondant la dépendance avec l'association. Catherine, au contraire, a construit en silence, pièce par pièce, sans spectacle. Elle a résisté, non par la confrontation, mais par l'absence, par le refus constant d'être entraînée en arrière vers une vie qu'elle avait déjà dépassée. Les chemins devant eux s'étaient détournés complètement, l'un rétréci par la cupidité et la peur, l'autre élargi par la modération et la détermination. Et Catherine n'a pas regardé en arrière. L'idée de la cachette est restée avec Catherine bien après que Ruth l'ait mentionnée pour la première fois. Au début, elle l'a écartée comme un fragment de mémoire, quelque chose façonné par le temps et la douleur au lieu des faits. Mais à mesure que la santé de Ruth se stabilisait et que les conversations s'approfondissaient, l'histoire est revenue avec une insistance silencieuse. Ruth a parlé d'un appartement qu'elle a autrefois partagé avec un homme qu'elle ne nommait plus, d'années marquées par le contrôle, l'élimination et un vol qui n'avait jamais été réparé. Quand Catherine a finalement demandé si la cachette était réelle, Ruth n'a pas hésité. Elle a dit que oui. Elle a dit qu'elle l'avait cachée avec soin durant les mois finaux avant de partir. Elle a dit qu'elle contenait des preuves de ce qu'on lui avait pris. Et elle a dit qu'elle n'avait plus la force de la chercher elle-même. C'est ainsi que Catherine s'est retrouvée debout dans l'ancien appartement de Ruth avec Jacob et Samuel. L'espace était plus petit que Catherine l'avait imaginé, façonné par l'efficacité utilitaire d'un bâtiment plus ancien. Les meubles étaient démodés. Les murs avaient des contours ténus là où pendaient autrefois des tableaux. Samuel se déplaçait dans les pièces avec une tension visible, chaque pas mesuré. C'était sa maison d'enfance, préservée dans des fragments qu'il n'avait jamais pensé revisiter. Ils ont cherché méthodiquement, les tiroirs ont été vidés, les placards ouverts, les planches du sol desserrées vérifiées. Jacob a abordé la tâche avec une approche silencieuse tandis que Catherine suivait les descriptions de Ruth aussi près que possible. Samuel est resté près des bords au début, regardant, puis se joignant lentement. Ils ont passé des heures sans succès. La fatigue s'est glissée, accompagnée par le doute. Jacob a suggéré qu'il fasse une pause. Catherine était sur le point d'être d'accord quand Samuel s'est arrêté dans le couloir étroit, avec la main appuyée contre le mur. Il a frappé une fois, légèrement. Le son était incorrect. Creux. Ils ont travaillé ensemble alors,
retirant une section du panneau de mur inférieur qui avait été déguisé pour se fondre parfaitement avec le reste. Derrière, il y avait une cavité étroite, scellée et intacte. À l'intérieur reposait un paquet enveloppé dans du plastique, jauni par le passage du temps, mais intact. Les mains de Samuel tremblaient tandis qu'il le sortait. Ils ne l'ont pas ouvert là. Catherine a insisté pour qu'il l'apporte à Ruth. Les retrouvailles qui ont suivi ont été silencieuses et sans après. Ruth a ouvert la porte elle-même, s'appuyant sur le cadre tandis que Samuel se tenait devant elle. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Ruth a fait un pas en avant et s'est couvert le visage avec ses mains tremblantes. Samuel a traversé l'espace entre eux sans hésiter, la soutenant comme si les années de distance n'avaient jamais existé. À l'intérieur, le paquet a été déballé avec soin. Ce qui a émergé était indéniable, un document de brevet avec le nom de Ruth, des dates, des signatures. À côté, il y avait des notes écrites à la main et une recette complète, des preuves que son ex-mari avait volé son travail et l'avait vendu comme sien. Le vol lui avait coûté reconnaissance, revenus et prestige professionnel. Il l'avait aussi lié au silence à travers la peur. Ruth a pleuré ouvertement alors, non pas pour la perte, mais pour la libération. Jacob a organisé une assistance juridique à travers les connexions de son entreprise. Le processus a été délibéré mais décisif. Le brevet a été validé. Les droits ont été restaurés. L'entreprise qui avait bénéficié du travail volé a été obligée de reconnaître la réclamation. La compensation financière a suivi, suffisante pour assurer l'avenir de Ruth et rendre ce qui lui avait été refusé. Samuel est resté aux côtés de sa mère à chaque étape. Leur réconciliation s'est développée sans discours ni demande. Ils parlaient du passé quand c'était nécessaire, mais plus souvent ils se concentraient sur ce qui restait, repas partagés, nuit tranquille, la présence de la fille de Samuel, qui a rapidement rempli l'espace avec des questions et des rires. Pour Catherine, voir cette guérison a semblé profondément personnelle. Peu de temps après, l'idée d'ouvrir un café a ressurgi. Cela a commencé comme une conversation, hésitante et sans après. Catherine a parlé de vouloir un espace construit sur le soin au lieu de l'ambition. Ruth a écouté, offrant une perspective façonnée par l'expérience au lieu du contrôle. Jacob a soutenu la logistique sans presser la direction. Quand le café a ouvert, il les reflétait tous. Le menu équilibrait la précision de Catherine avec la profondeur de Ruth. L'ambiance était simple, invitant les gens à rester sans les presser de partir. Ruth travaillait quand elle se sentait assez forte, guidant au lieu de commander. Catherine s'est retrouvée debout dans un lieu qui semblait gagner, pas prêté. La justice longtemps retardée était arrivée en silence, et avec elle est venu quelque chose de plus durable, une famille restaurée, un avenir récupéré, non par la force ou la confrontation, mais par la patience, la vérité et le courage de découvrir ce qui avait été caché pendant trop longtemps. Alison Grant a su qu'elle était enceinte un matin gris de mardi, assise seule dans une clinique privée, pendant que le bourdonnement des lumières fluorescentes remplissait le silence. La nouvelle n'a apporté ni soulagement ni joie. Elle a apporté des calculs. Elle a répété la conversation avant qu'elle n'arrive, sentant déjà comment elle finirait. La réaction de Brian l'a confirmé. Il a écouté sans interrompre, avec le visage inexpressif, puis a posé des questions pratiques qui n'avaient rien à voir avec sa santé, temps, image, complications. Quand Alison a dit qu'elle avait l'intention de garder l'enfant, son ton s'est refroidi encore plus. Il a parlé d'inconvénients, de risques pour sa carrière, de comment une grossesse compliquerait les choses. Il a suggéré l'interruption comme s'il s'agissait d'un ajustement d'agenda. Alison a refusé. À partir de ce moment, la distance entre eux s'est élargie vers quelque chose d'insurmontable. Brian est devenu de plus en plus absent, irritable, dédaigneux. Quand la grossesse d'Alison a développé des complications et que les médecins ont ordonné un repos strict, il a traité l'instruction comme une nuisance. Et quand l'accouchement prématuré a commencé, soudain, douloureux et terrifiant, Brian n'est pas venu. Il a allégué des réunions urgentes. Il a envoyé un bref message texte. Il n'est jamais apparu. Seul à l'hôpital, Alison a supporté les heures qui ont suivi avec une clarté qui faisait plus mal que la douleur physique. Pendant que les médecins travaillaient pour stabiliser elle et le bébé, elle a compris la vérité qu'elle avait évitée. Brian n'abandonnait pas les personnes à cause des circonstances, il les abandonnait parce qu'il le pouvait. La convalescence lui a donné le temps de penser. Alison savait depuis longtemps pour les affaires officieuses de Brian, les factures falsifiées,
le détournement silencieux de fonds de projets qui dépendaient de la confiance au lieu de l'examen minutieux. À ce moment-là, elle avait traité cette connaissance comme un levier, maintenant, elle est devenue autre chose, une responsabilité. Elle a rassemblé ce qu'elle avait, documents, copies, registres qu'elle avait gardés pour sa propre protection. Et quand elle est sortie de l'hôpital, elle a pris une décision qu'elle n'a pas annoncée. Elle a livré les preuves. Pendant que les conséquences commençaient à s'installer silencieusement, Brian a recentré son attention sur Catherine. La voir vivante et prospère l'avait inquiété plus qu'il ne l'admettait. Il s'est persuadé que son succès devait être basé sur l'argent qu'elle avait caché. Il s'est dit que ce qu'elle aurait gagné aurait dû être le sien. Cette croyance s'est durcie pour devenir une fixation. Tard une nuit après la fermeture, Brian s'est glissé dans le café de Catherine à travers une entrée latérale qu'il connaissait de visites antérieures. L'espace était vide, tranquille et chaud d'une manière qui l'incommodait. Il a placé un petit dispositif d'écoute sous un bureau dans le bureau arrière. Prudent et méthodique, comme s'il restaurait l'ordre au lieu de le violer, il a attendu. Catherine a remarqué le dispositif le lendemain matin. Jacob l'a trouvé le premier, signalé par une alerte du système de sécurité du café. Catherine a écouté sans surprise. Elle comprenait trop bien le schéma de Brian pour se sentir choquée. Au lieu de retirer le dispositif immédiatement, elle a décidé d'agir. Elle a préparé une conversation. Dans le bureau arrière, à portée du dispositif, Catherine a parlé avec calme d'un prétendu héritage, de l'argent qu'un parent éloigné lui avait laissé, récemment accessible, suffisamment substantiel pour tout changer. Elle a exprimé son inquiétude à garder cela sous silence, à éviter les réclamations ou les interférences, à protéger ses plans d'investissement. Les mots ont été choisis avec soin. Brian a mordu à l'hameçon. Il est arrivé au café sans préavis cet après-midi-là, avec sa contenance déjà brisée. L'espace était plein de clients, de personnel et de visages connus. La belle-mère de Catherine, Margaret Carter, était assise près de la fenêtre, invitée auparavant sous le prétexte d'une réunion de famille. Allison était aussi là, palme et ferme, sa présence délibérée. Brian a confronté Catherine à voix haute. Il a exigé des explications, l'a accusée de tromperie, a réclamé son droit. Sa voix s'est élevée à chaque phrase, révélant plus qu'il ne l'avait prévu. Il a parlé d'argent qui n'était pas le sien, d'attendre, de ce qu'il avait prévu de prendre. La pièce est restée en silence. Margaret s'est levée lentement, avec l'expression rigide par quelque chose de plus froid que la colère. Elle a écouté jusqu'à ce que Brian termine, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne lui restait aucun contrôle à récupérer. Quand elle a parlé, sa voix a résonné. Elle a dit qu'elle en avait assez entendu. Elle a dit qu'elle l'avait vu choisir l'ambition sur la décence encore et encore. Elle a dit que tout homme capable d'abandonner une épouse dans une chambre d'hôpital et une compagne enceinte pendant l'accouchement ne méritait pas de s'appeler son fils. Puis elle lui a dit ce qu'il avait déjà perdu, son testament avait été révisé, les actifs redirigés, tout ce qui lui était destiné maintenant sécurisé pour son enfant à la place. Brian a essayé de protester, mais il ne restait rien à discuter. Allison a fait un pas en avant ensuite. Elle n'a rien dit de dramatique. Elle a simplement posé une chemise sur la table, copie de documents, preuves déjà présentées. Brian les a reconnus instantanément, son visage a perdu sa couleur tandis que la compréhension l'atteignait. En quelques semaines, les conséquences légales se sont développées. Des enquêtes ont été ouvertes. Des comptes ont été gelés. Brian a été suspendu, puis renvoyé. Des accusations ont suivi, méthodiques et implacables. La narration qu'il avait construite pour lui-même s'est effondrée sous son propre poids. Catherine a observé depuis la distance. Elle n'a pas assisté aux audiences. Elle n'a fait aucun commentaire public. Son rôle était terminé. Ce qu'il restait n'était pas de la vengeance, mais une résolution. Le karma était arrivé non pas comme un spectacle, mais comme une exposition, et rien de ce que Brian avait construit n'a survécu à la lumière. L'enquête sur Brian Carter a avancé sans drame, mais avec précision. Les comptes ont été audités. Les contrats ont été révisés. Des déclarations ont été prises. Ce qui était autrefois chuchoté à huis clos existait maintenant dans le langage officiel, date, signature, intention. Brian a assisté aux audiences avec une posture qui suggérait la résistance au lieu du remords. Le résultat n'a pas été rapide, mais il a été inévitable.
Le parquet a suivi la procédure, et l'avenir qu'il avait construit sur des raccourcis et des privilèges s'est dissous en conséquence qu'il n'a pas pu négocier. Margaret Carter ne lui a pas rendu visite. Son attention s'est tournée vers Allison et l'enfant. Du soutien a été offert en silence, soins médicaux, logement, stabilité. Il n'y a eu aucune réconciliation publique ni pardon forcé, seulement un engagement ferme pour garantir que la prochaine génération n'hérite pas des mêmes schémas. Allison a accepté l'aide sans fierté ni honte. La maternité avait clarifié ses priorités d'une manière que rien d'autre ne l'avait fait. Catherine a observé ses développements depuis la distance. Sa vie s'était remplie d'une manière qui laissait peu de place à la rétrospection. Le café est devenu un espace vivant au lieu d'un projet, des matins occupés, des visages connus, le rythme d'un travail qui semblait honnête. Samuel s'est avéré inestimable, non seulement pour ses compétences pratiques, mais pour sa constance. La confiance a grandi à partir de l'effort partagé au lieu de promesses. Il est devenu un partenaire dans tout ce qui importait. Ruth travaillait quand elle voulait, guidant sans imposer, sa présence ancrant la cuisine dans l'expérience au lieu de l'autorité. Catherine remarquait souvent comment les clients restaient, comment les conversations se développaient naturellement. Le lieu portait quelque chose d'intangible, le soin peut-être, qui ne pouvait pas être répliqué. Jacob a aussi changé. Le poids a diminué graduellement, non seulement à travers la discipline, mais à travers l'appartenance. Il bougeait différemment, parlait avec plus de certitude. Les pauses inconfortables qui le définissaient autrefois se sont adoucies pour devenir de la réflexion. Le succès l'avait toujours suivi, la confiance non. Maintenant entouré de personnes qui le valorisaient sans attente, il a grandi en lui-même. La proposition n'est pas arrivée avec un spectacle. Une nuit après la fermeture, avec les chaises empilées et les lumières tamisées, Jacob a demandé à Catherine si elle l'épouserait. Il n'y a eu aucun discours, elle a dit oui sans hésiter. Ils se sont mariés au café quelques semaines plus tard. La cérémonie était petite, presque incidente. Ruth était prêt, souriant. Samuel a amené sa fille, qui a éparpillé des pétales avec un sérieux attentionné. Margaret a assisté en silence, offrant ses félicitations sans réclamer d'espace. Il y a eu des rires. Il y a eu de la nourriture préparée par des mains qui se comprenaient mutuellement. Personne n'a parlé du passé. Il n'était pas oublié, il n'était simplement plus central. Catherine était debout derrière le comptoir plus tard cette nuit-là, regardant Jacob parler avec les invités, regardant comment la vie qu'ils avaient construite s'installait à sa place. Elle n'a ressenti aucun triomphe, ni désir de revisiter ce qu'on lui avait pris. Ce qu'il restait était suffisant. La dignité n'était pas venue de la victoire, elle était venue de s'être choisi soi-même quand cela comptait le plus. Pour ceux qui écoutent, la vérité de son histoire reposait là, tu n'es pas défini par qui t'abandonne au moment de ta plus grande faiblesse. Le silence, choisi délibérément, peut être une forme de pouvoir. La guérison ne nécessite pas de vengeance, seulement de la clarté et du courage. Et peut-être que la question à emporter est simple, où auriez-vous tracé la ligne ?